comprend que ce qui motive le film dans son ensemble, c'est moins une dynamique de suspense qu'en fait un pur enjeu de mise en scène, qui serait de nous faire éprouver ces minutes et cet appel tentaculaire. House of Dynamite, nouvelle sortie Netflix, donc premier film Netflix de Catherine Bigelow qui avait, comme le trailer l'indique, gagné l'Oscar du meilleur film pour Des mineurs en 2007, si je ne m'abuse. Ouais, et meilleure réalisatrice. Ah, meilleure réalisatrice. Ah, c'est pas la première à l'avoir eu, mais en tout cas, c'est pas. Je crois que Jane Campion a dû l'avoir. Chloé Zhao l'a eu depuis, non? Je crois. Il y a moyen aussi, ouais. C'est quelques rares. Ouais. Donc, Catherine Bigelow est une cinéaste qu'ici on aime beaucoup, même qu'on adore. J'adore. Toi, peut-être un petit peu moins. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai vu peu de ses films. Donc après, assez pour dire que. T'as vu quoi? J'ai vu Zero Dark Thirty et Point Break. Mais franchement, j'ai juste vu Des mineurs en plus et je suis comme toi. Ouais, mais non, j'ai pas vu Des mineurs, j'ai pas vu les films. J'ai pas vu Détroit, ou c'est Détroit le nom. Ouais, c'était son précédent film, ouais, 2017. Et non, donc je connais un petit peu sa grammaire, ses sujets, quoi, mais non, là c'était une découverte. Et donc pour House of Dynamite, Clément, est-ce que tu peux nous pitcher un peu Catherine Bigelow, toi qui connais bien la cinéaste quand même? Bien sûr, c'est une cinéaste qui a émergé plutôt dans les années 80, qui a été d'abord connue comme artisan un peu du cinéma d'action. Il me semble que son deuxième film, c'est un film de vampire qui s'appelle Near Dark. Dans les années 90, elle a fait Point Break, évidemment, qui a été un peu un des films emblématiques de cette période pendant laquelle elle a été momentanément mariée à James Cameron, donc il y avait un peu une sorte de tandem cinéaste d'action. Je crois que c'était qu'un an quand même. Ah oui, c'était si court que ça? Après, peut-être qu'en dehors de leur mariage, ils ont ensemble. Par contre, le power couple de Zinzin. C'est ça, mais parce que je sais que Cameron a écrit, si je me trompe pas, Strange Days, film de Bigelow qu'elle réalise à la fin des années 90. Très bon film d'ailleurs, un peu de thriller d'anticipation, on va dire, un peu paranoïaque sur les bords. Elle a fait combien de films? Elle a fait, je pense, une dizaine, j'ai pas le compte en tête, il y en a un ou deux que j'ai pas vu. Disons, ce qui nous intéresse là plus précisément, c'est que à partir de Des mineurs, donc qui doit être sorti en 2008, si je me trompe pas, il y a une sorte un peu de virage dans sa filmographie où elle va commencer, pour l'espace de 3 films, à travailler avec un scénariste qui s'appelle Mark Ball, qui est aussi journaliste. Et elle va traiter des sujets qui sont plus directement ancrés dans l'histoire américaine et faire des films plus historiques que des films d'action spectaculaires. Et donc, même si Des mineurs est assez spectaculaire quand même. Et donc ce sera Des mineurs, Zero Dark Thirty en 2012, 2013 en France je crois, Détroit en 2017. Et ensuite il y a un trou qui peut-être s'explique aussi par le fait que ces 2 précédents films, donc Zero Dark Thirty et Détroit, ont été... on va dire dans l'ensemble plutôt bien reçus, mais ont été aussi la cible de controverses multiples, notamment dans leur rapport potentiellement complaisant à la violence. En tout cas, il y a eu tout un tas un peu de polémiques, de controverses. On a accusé les films d'être pro-torture, ou alors à l'inverse, d'essayer de dénoncer des choses. Donc je pense qu'elle a été un peu dans une tourmente qui a fait que ça a été un peu plus compliqué pour elle de faire des films. Enfin, en tout cas... Je suppose que ça peut être une des raisons de ce gap, puisqu'elle ne revient donc que 8 ans après Détroit, pour un film qui n'est plus, c'est une des premières démarcations, en même temps on va se poser la question de ce que c'en est tant que ça une, mais qui n'est plus un film inspiré de faits réels, puisque le film va imaginer une forme un peu d'Amérique alternative, dans laquelle un beau matin est détectée une ogive nucléaire en direction du territoire des États-Unis. Et donc voilà, le film se base sur cette espèce de postulat un peu inventé pour ensuite suivre la chaîne de commandement, les différents bureaux qui vont être mobilisés, des bases militaires, le président, un secrétaire d'État, les fameux agents de la Situation Room, espace qui résonne avec Bigelow, j'en reparlerai. Mais voilà, en tout cas, tout un tas de cellules qui vont être mobilisées un petit peu dans l'instant pour répondre à cette menace imminente. Et donc ça donne ce film qui est donc House of Dynamite. Tu veux donc me dire que 2 ans après Oppenheimer, on a un nouveau film sur la bombe atomique écrit par Oppenheim. C'est vrai, c'est ça, ouais. C'est ça. Fou, ça. Ouais. Mais ce qui est amusant, c'est que ce film-là a été pas mal comparé à un film de Sidney Lumet qui s'appelle Point Limite. Pareil, un film que j'aime vraiment beaucoup. Fail-safe en anglais. Fail-safe. Et que je vous conseille, qui partait plutôt d'une défaillance technique, qui lançait par mégarde une attaque de la part des États-Unis, et qui obligeait donc ensuite les autorités américaines, russes à se coordonner, etc. Mais ce qui est amusant, c'est que
dans Mission Impossible 8, Final Reckoning, il y a presque encore plus directement une citation de Point Limite, puisqu'il y a une scène où l'entité, donc le méchant IA, va attaquer en se faisant passer pour les autorités américaines, va lancer des frappes nucléaires, et la présidente des États-Unis dans Mission Impossible hésite à sacrifier une des villes américaines en gage de bonne foi, ce qui est quelque chose qui se produit dans Point Limite. Donc finalement, il y a quelque chose dans l'air du temps de 100%, voilà, de l'air. Ce qui n'est pas étonnant non plus. C'est ça. Il y a une atmosphère, mais qui est d'ailleurs, ça peut être un premier objet de débat, mais A House of Dynamite a été un peu taxé de ringardise à droite à gauche, en disant que c'est un film qui reposait beaucoup sur un peu les fantômes de la guerre froide, et en ça ce serait un film un peu anachronique. Mais j'avoue que c'est un reproche que je comprends pas trop, parce que voilà, la menace nucléaire n'est pas moins d'actualité, même si elle est peut-être moins d'actualité au sens où c'était le sujet, le point de tension majeur entre les États-Unis et la Russie, mais je veux dire, ça reste quelque chose qui est dans l'air quand voilà, il y a des actualités au niveau de la Corée du Nord, même de nouveau la Russie avec l'invasion de l'Ukraine. Même les questions avec Israël, Iran, au Moyen-Orient, etc. Donc en fait, ça me paraît un peu, en tout cas, un peu un faux reproche de dire que cette question-là ne serait plus d'actualité, même si effectivement, de fait, le film peut ressembler à des films qui se passaient pendant la guerre froide, puisque voilà, il y a cette question en commun, quoi. Ouais, vas-y. Par rapport à cette question de la ringardise, il suffit de regarder le film, en fait, j'ai presque envie de dire. Il suffit de regarder ce qui intéresse concrètement Bigelow dans le film, et on va y revenir aussi, un truc un peu un peu majoritaire, c'est sa structure. Sa structure en 3 parties qui viennent un peu répéter à chaque fois un moment. Donc on comprend que ce qui intéresse Bigelow, c'est pas, entre guillemets, l'histoire narrative de cette bombe qui arrive progressivement, c'est presque uniquement une question de réseau, de réaction. Je vais donner un petit élément clé de la fin du film pour qu'on puisse en discuter, parce que c'est un peu important. On n'aura pas la réponse de qu'est-ce qui va se passer pile poil au moment de l'arrivée de l'obus aux États-Unis. Donc on voit pas l'instant T, on voit pas la réaction des États-Unis face à cette attaque. Donc ce qui intéresse concrètement Bigelow, c'est tout ce qui va se passer dans les plus hautes sphères de l'État entre le début de l'amorçage de ce missile et la dernière seconde avant qu'il atterrisse. C'est comment est-ce que concrètement aujourd'hui se passerait une réaction militaire de cette ampleur dans un espace qui a été réduit à un ensemble de monades, et où tous les participants en fait ne peuvent communiquer que d'une seule façon, c'est par écran interposé. Presque la matrice centrale du film, ça va être un visio, une conférence Zoom où il y a 9 protagonistes, et ce qui va justifier des petits écarts, notamment à un moment un appel avec une fille et à un autre moment un appel avec la Russie. Ce qui va justifier le fait qu'on les voit physiquement de l'autre côté, c'est qu'il y ait cet appel. Donc concrètement, ce qui se passe dans le film et ce qu'on nous montre, c'est un réseau de communication, un réseau d'observation, parce qu'on n'aura jamais non plus de plan sur cette ogive nucléaire potentielle qui arrive aux États-Unis. Ce n'est qu'un point sur une carte virtuelle. Ce ne sont qu'un ensemble de chiffres, de représentations virtuelles. Et un compte à rebours. Il me semble, c'est Mathieu qui me faisait remarquer ça, que au début du film, ça doit être peut-être le 3e plan, on voit quelque chose qui ressemble à une bombe qui s'élève avec une colonne de fumée. Voilà. Il y a une espèce d'image comme ça, mais on voit même pas vraiment. Le premier plan du film. C'est pas tout à fait le premier plan. Premier plan, c'est pas on commence sur la zone militaire qui se lève au petit matin. Des grillages, etc. Mais effectivement, il y a une image comme ça, mais qui est presque plus symbolique, on va dire, que vraiment figurative. On voit une colonne de fumée, un truc qui se projette dans l'air, et on peut deviner que c'est la bombe qui va venir. Mais effectivement, la première chose qui frappe avec le film, c'est sa structure. Puisque le film commence, on va suivre une poignée de personnages, principalement celui qui est joué par Rebecca Ferguson, qui s'appelle Walker, et une petite équipe de militaires, j'ai oublié le nom exact de leur dénomination, mais qui sont ceux qui vont ensuite lancer les trucs pour intercepter l'ogive, quoi. C'est une base, quoi. Exactement. Et donc on apprend en même temps que les personnages l'existence de cette menace, et on les suit essayer de déployer tout un tas de contre-mesures qu'on voit, c'est pas un spoiler, échouer les unes après les autres.
en tout cas principalement l'interception de l'ogive par d'autres missiles, voilà, ça échoue. Et donc, au bout d'une quarantaine de minutes, l'impact est imminent, et là, le film recommence. se coupe sur un écran noir, exactement, et se recharge. Et on comprend progressivement que voilà, on est revenu au début de cette même journée, qu'on va voir, alors, selon des points de vue différents, mais en même temps des points de vue entrelacés. Et ensuite, quand on arrive à peu près au même point de l'intrigue, rebelote, et voilà, le film est composé de 3 parties, à peu près, je pense égal en termes de temps, mais j'ai pas vérifié, mais dans l'idée, où à chaque fois, on voit en fait la même série d'événements depuis un point de vue légèrement décentré. Et la première chose qui est intéressante à dire, c'est que ce n'est pas pour autant, le film n'est pas une réflexion sur la question du point de vue, au sens où on va pas tout à fait, en tout cas c'est pas l'enjeu, mais découvrir une réalité qui serait radicalement différente selon qu'on adopte un autre point de vue ou qu'on change de personnage dans cette espèce de grande visio. Donc l'idée, c'est pas de confronter des points de vue. D'ailleurs, il y a des répliques qu'on entend dans les par 3 fois, des choses qu'on voit plusieurs fois, etc. Et c'est pas des points de vue qui sont d'ailleurs strictement hétérogènes. Il me semble qu'on revoit Walker subrepticement dans des plans plus loin dans le film, alors que voilà, au moment où elle est plus parmi les personnages qu'on suit principalement. Donc il y a déjà cette première idée que cette structure n'est pas une structure, on va dire, dialectique, au sens où la partie 2 puis la partie 3 viennent amender, contredire la partie 1. C'est pas un Rashomon. Et la deuxième chose, à mon avis, qui est frappante et qui arrive à ce que tu disais, Loïc, c'est que ce qui nous tient en partie pendant la première partie, c'est une dynamique de suspense. Est-ce qu'ils vont réussir à atteindre l'ogive ? Est-ce qu'elle va exploser ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et que va décider le président, même si c'est encore un petit peu satellitaire à ce moment-là, on n'est pas avec les personnages tout à fait qui prennent ces décisions, mais on entend que c'est un des enjeux. Et le film les escamote, puisqu'il ne va pas nous montrer ce qui se passe. Et donc, on comprend que ce qui motive le film dans son ensemble, c'est moins une dynamique de suspense qu'en fait, un pur enjeu de mise en scène, qui serait de nous faire éprouver ces minutes et cet appel tentaculaire, avec cette idée que je trouve assez passionnante, que finalement, ce que nous dit aussi Bigelow, c'est que pour nous permettre d'appréhender tout ce qui se passe dans cet espace-temps qui est pourtant limité, il faut s'y reprendre à 3 fois. En fait, il faut l'artifice, on va dire, de l'écriture du film, de sa structure de montage, pour nous décomposer en fait tout ce qui se passe, alors que, voilà, comme je l'ai dit, on pourrait presque regarder qu'une des parties et avoir au sens strict toutes les informations, même si on n'en mesure pas tout à fait la portée, on n'a pas accès exactement à tous les personnages, mais on va dire du point de vue de la trajectoire de cette ogive, voilà, on va pas découvrir de nouvelles informations, mais en fait elles sont tellement nombreuses, multiples, c'est tellement touffu que il faut regarder plusieurs fois, par plusieurs perspectives, un même déroulé des événements, quoi. Ouais, moi j'ai assez apprécié le film, mais c'est vrai que la question principale, tu t'en parles, mais que je me suis posée à la fin du film, c'est qu'est-ce que le film va ajouter au genre qui est quand même un peu établi, je trouve, du film de danger nucléaire, mais aussi parce que j'ai vu Point Limite aussi. Et c'est vrai que c'est une question un peu complexe où je suis pas sûr que dans son intrigue ou dans son point de vue, Bigelow réussit complètement à moderniser l'enjeu, mais peut-être parce que l'enjeu est le même, quoi. C'est-à-dire que je me demandais à quel moment elle dépasse la réminiscence ou la répétition de la guerre froide. Et peut-être qu'en fait la réponse c'est qu'elle ne le dépasse pas, parce que tout simplement la réalité politique de la situation, c'est que c'est une réminiscence de la guerre froide d'une certaine manière, quoi, d'une autre façon. Mais la réponse, je pense, que je donne à cette question, c'est peut-être ce que tu dis sur la question de la technologie et le fait que j'ai l'impression que c'est autant un film sur la question du danger nucléaire que sur la question de la technologie à sa façon, et comment la technologie va plus vite que l'humain, ce truc de vitesse dont tu parlais. Ouais. Moi, je trouve que parce que la réflexion que je me fais après le film, c'est vraiment cette question-là, de la question de la vitesse, quoi. Et on a l'impression de voir constamment des personnages qui sont en retard de 3 km sur la situation. Et on est témoin de leur incapacité à rattraper les erreurs et en fait le déclenchement automatique
soit du protocole, soit voilà, des armes, voilà. Un très bon exemple de ça, c'est celle qui va être chargée de l'évacuation de Chicago. Oui. Qui prend la moitié du temps à remettre en question les ordres, ouais, exactement. C'est travail au FEMA. En fait, il y a une sorte d'incompatibilité entre tout ce qui est de l'ordre du protocole de la machine, des réflexes technologiques, et le temps que prend l'humain à déjà comprendre la situation, prendre une décision. En fait, on n'a jamais, d'ailleurs, presque aucune réponse n'est donnée par les personnages, quoi. Ce qui en fait, je pense, un film structurellement un peu compliqué, en termes de narration, c'est que il n'y a aucune réaction, quoi. C'est que des personnages atterrés tout du long, qui n'ont même pas le temps de produire ils sont agissants, quand même. Ils sont agissants à un moment, parce qu'ils... Mais oui, effectivement, il y a une forme d'impuissance. Ils pataugent, quoi. Enfin, c'est... comment dire, ils en font une tentative pour contrer le missile, qui échoue, mais après, c'est déjà trop tard, en fait. Enfin, il y a un sentiment comme ça de... damage control ou du... Ouais. Exactement, et c'est surtout essayer de contacter telle personne, essayer de se mettre en contact avec un tel qui pourrait nous aider à faire telle chose, mais il y a quand même toute une partie de ce compte à rebours qu'on passe avec les personnages dans une situation de déprime absolue, parce qu'ils savent que c'est inéluctable, quoi. Et c'est assez marrant. Ouais. Au début, j'étais assez circonspect de la structure du film, cette idée de 3 parties. Je trouvais qu'il y avait peut-être aussi un côté un petit peu... je sais pas, un petit peu de tension facile, quoi. À ne pas nous donner la suite. Et voilà. Bon, après, ça fonctionne quand même. Hein. Mais avec le recul, je comprends aussi ce qu'elle veut faire. Et c'est comme ce que tu dis, Clément, c'est que, en fait, elle veut nous parler de la simultanéité de ces événements et de la complexité de ces événements, en nous laissant comprendre qu'en fait, si on veut la raconter d'un point de vue humain, il faut qu'on répète, parce que la machine va trop vite, en fait. Ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même assez bien fait, et que ça ajoutait peut-être cette plus-value, cette fameuse plus-value au film, quoi. Après, je me pose la question de ce que serait devenu le film s'il avait duré, il avait essayé de mettre en parallèle tous ses points de vue Une sorte de montage pendant 1h30. Je pense que le film aurait été peut-être plus ennuyeux, moins captivant, mais peut-être que finalement le résultat aurait été le même en faisant un compte à rebours qui dure 10 minutes de plus, tu vois, ou 20 minutes de plus. Enfin, je me demande vraiment si ça crée quelque chose dans le montage, dans la mise en scène, ou si c'est pas aussi un effet un petit peu, une idée de scénariste, quoi. Mais bon. Mathieu nous dit dans le chat, à mon avis, l'une des différences principales avec Point Limite, c'est que Le Lumet est un film au fond pyramidal, où le président est capable de diriger malgré tout. Il agit concrètement, alors que le film de Bigelow est un film sur l'impuissance devant la catastrophe. Oui, en fait. Et ça va dans ton sens. En fait, peut-être qu'à chaque fois, on se dit, en montant un cran plus haut dans la hiérarchie, parce que le film quand même suit cette structure-là, c'est pas aléatoire chacune des parties, c'est qu'on monte à chaque fois un cran plus haut dans la structure de pouvoir des États-Unis. Ouais. Et à chaque fois, on se dit peut-être qu'au-dessus, ils ont réagi de façon un peu plus logique, avec plus de pouvoir, etc. Et finalement, quand on découvre la perspective du président, on se rend compte qu'il a tout aussi peu de pouvoir que tous les autres, quoi. Oui, il y a toute une tension qui est créée sur la personnalité du président, et à la fin, c'est une sorte de pétard mouillé, quoi. Enfin, c'est une sorte de figure artificielle. Déjà, je sais pas, on peut le spoiler, je pense que c'est Idris Elba qui joue, mais tu l'as dit, le rôle du président. Et je trouve que le fait que ce soit Idris Elba, au début, je me posais des questions, mais je trouve qu'en fait, ça lui donne aussi une figure d'acteur, quoi, de célébrité. Et à un moment, il y a un de ses gardes du corps qui dit c'est la star qui fait son show. C'est le troisième que je fais, et c'est des acteurs, quoi. Enfin, c'est juste des gens narcissiques, etc. Ouais. Et je trouve qu'il y a quand même une sorte de relecture aussi de la politique américaine comme étant une sorte de grand théâtre qui fonctionne dans une situation qui n'est pas une situation de crise, mais qui est complètement, en fait, dépendante dans une situation d'urgence, où en fait, qui va être complètement retournée, où en fait, ça va être... comment dire, ça sera plus le président ne sera plus du tout maître, oui, comme Henri Fonda l'était à l'époque, des horloges, du rythme, des décisions. En fait, c'est ça, le sablier est complètement retourné, et c'est la machine qui décide toute seule, quoi. J'ai juste envie de répondre à un commentaire du chat qui qui critique le film et qui dit qu'au-delà de ça, le film est complètement irréaliste d'après le retour des experts, et que son scénario fait donc l'impasse du réel, sinon il n'y a plus de suspense, voire pas de film du tout. J'aurais tendance à dire que en fait c'est pas du tout un procès grave à faire à un film, dans la mesure où la majorité des films de cet acabit, déjà des mineurs,
En fait, j'ai vu que j'ai regardé aussi, il se trouve une vidéo d'un démineur qui regardait des extraits de démineurs pour dire est-ce que c'est réaliste ou pas, et il disait que non plus en fait. Alors que le film donne énormément une sensation de réalité, il y a plein d'éléments, plein de choses, plein de trucs qu'il ne ferait pas dans la vraie vie, mais qu'en soi, on n'est pas là pour regarder un documentaire ni un reportage sur ces espaces-là, mais vraiment devant une forme d'art qui s'inspire des structures existantes. Et je pense que c'est tant mieux si un film arrive à s'éloigner. Et c'est tant mieux si ça se passe pas vraiment comme ça dans une situation de crise. Après, dans le cas je suis d'accord avec toi sur le principe, mais je trouve que dans le cas de Bigelow, c'est un peu différent parce qu'à mon avis, oui, c'est une plus-value quand même. On se des dit films comme Zero Dark Thirty et même. Détroit sont aussi un peu des films journalistiques d'une certaine manière qui utilisent la fiction pour reconstituer un peu un ici et maintenant d'un lieu, d'un événement, etc. quoi. Donc, ce n'est pas vraiment président. Ouais, étonnant. Alors après, vendre le film, bon ça, pour le coup, c'est pas des arguments qui concernent le film vraiment en lui-même, mais en revanche, je suis pas enfin, ça me paraît... Évidemment, le film prend des libertés pour des raisons, je pense, évidentes. Déjà que Bigelow a pas accès à la mallette des codes nucléaires, mais ça m'étonne que le film soit si irréaliste, puisque précisément, ce qui est aussi grisant devant le film et devant, je sais pas, Zero Dark Thirty, c'est d'être devant une avalanche de faits, d'informations que le film va sans cesse essayer de déplier, quoi. Il y a cette idée avec les acronymes du film, où le film nous nourrit comme ça de beaucoup d'acronymes, Stratcom, FEMA, machin, tout en essayant d'expliquer, avec un petit effet visuel comme ça de titre, ce que ça veut dire, exactement qu'est-ce que ça désigne, etc. Mais après, tout le film est aussi dans cette... problématise aussi cette dialectique un petit peu entre, on va dire, la forme froide du protocole et son application. Et ça va avec ce que tu disais, c'est qu'il y a un moment assez génial, je trouve très touchant, où le président dit mais en fait, à quoi ça sert tous les protocoles existent précisément pour qu'on n'ait pas à s'en servir, quoi. C'est l'idée même qu'on soit prêt à toute éventualité, menace, qui est censé parer à l'éventualité. C'est le concept de la dissuasion nucléaire. C'est le concept tout à fait de la dissuasion, c'est-à-dire les codes nucléaires, ils existent exprès pour qu'on les utilise pas. Et donc le film est un peu la mise à l'épreuve, quoi, de ces concepts presque théoriques du réel de la situation. C'est l'idée que un peu cette idée de grand spectacle ou de théâtre politique où tout le monde est à sa place, mais en fait, quand il faut en fait être confronté à une réalité pratique qui est la réalité de la guerre, qui est quand même quelque chose que l'Amérique n'a pas vécu sur son territoire depuis quand même plusieurs décennies, quoi. Voire, à part 2001, mais depuis plusieurs siècles. Cette question-là, elle est assez centrale à cet endroit-là, quoi. Sachant qu'en plus, c'est vraiment le pays le plus... Comment dire, qui est évidemment le pays d'Hollywood, quoi, et le pays du spectacle, quoi. Je trouve qu'il y a quand même une question autour de ça, autour de la représentation. Hein. Notamment le fait que l'image du président, elle est toujours représentée comme une case vide pendant assez longtemps. C'est génial comme idée plastique, ça. C'est vraiment une belle idée, parce que du coup, il n'a pas mis sa caméra en visioconférence, et parfois il parle, mais pendant un certain temps dans le film, on ne voit pas son visage. Il y a quand même un peu un jeu quand même. Les gens ont pu aussi poser la question du fait qu'elle représentait un président qui était un président qui pouvait ressembler, qui ressemble franchement à Obama, et qui ressemble beaucoup moins à Trump. Mais du coup, ce moment où le président est représenté par une case vide, on a plutôt, on projette Trump ou on peut se projeter plein de personnalités. Et ça, je trouve que quand même ça flirte avec l'actualité, quoi, de façon intéressante. Mais c'est vrai qu'il y a ces deux présidents-là, et on pense aussi à George W. Bush. Dans sa façon d'être dans un endroit totalement incongru au moment de l'annonce de la catastrophe, et on pense donc à l'annonce du 11 septembre, au moment où il était dans une petite école maternelle ou primaire, je sais plus. Donc c'est vrai que cette figure de président-là, elle devient un peu presque intemporelle, quoi. Et encore une fois, pour répondre aux commentaires, mais moi, je vois pas trop en fait ce qu'il y a de ringard dans le film, quoi, parce que si ce qui est ringard, c'est l'idée que les États-Unis peuvent subir une menace nucléaire, bon, ça me paraît pas si ringard que ça. Moi, à la limite, pourquoi pas, parce que effectivement, ça, par association presque, ça fait penser à... Voilà, mais surtout, c'est là où il faut pas être non plus... il faut voir les films, comme tu disais, Loïc, mais c'est pas tout à fait un film qui repose sur un suspense, quand même. C'est un film qui repose précisément sur le triple désamorçage d'un même suspense, quoi. Ce qui fait que Bigelow prend ce point de départ-là, qui est la menace atomique, c'est que c'est la plus à même de motiver ce qu'elle a envie de filmer.
Et c'est là où il faut regarder un peu le film en tant que tel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit pendant le film ? On voit pas des vilains russes comme on en voyait dans le cinéma américain des années 50, quoi. On voit des gens qui parlent et qui passent des coups de fil, quoi. Et c'est ça que Bigelow a envie de filmer, c'est cette espèce d'éclatement réticulaire des communications. Et même ce truc-là, c'est-à-dire, on dit que finalement le film ne nous montre pas la bombe, mais en fait, qu'est-ce que c'est la bombe ? C'est à la fois un éclatement, et le film est un éclatement de montage, et je dirais la rencontre entre deux trajectoires qui seraient l'Amérique et l'ogive. Et qu'est-ce que nous montre le film ? Que une série d'intersections en fait entre les différents personnages, entre les différents appels, et c'est là où à mon avis le film devient assez vite vertigineux, quoi. C'est que c'est une sorte de grille infinie dont on n'arrive plus vraiment à retrouver le point de départ, mais de personnes qui se croisent. En fait, quasiment toutes les scènes, c'est soit deux personnes qui échangent une information, soit deux personnes qui se croisent. Et c'est même ça qui justifie la structure du film à un degré un peu délirant, quoi. C'est que là, en le revoyant, il y a un personnage dans la première partie qui est une jeune femme blonde qui est assise à côté de la conférence de presse qui a lieu. Et qui commence à comprendre que quelque chose de bizarre se passe, etc. À un moment, elle pose une question en disant « Mais vous savez pas pourquoi il est parti en plein milieu de son meeting en parlant d'un sénateur ?» Peu importe. Ce personnage-là, on pourrait se dire « Mais pourquoi il est dans le film, quoi ?» En fait, il est dans le film pour deux raisons. C'est qu'il croise d'abord la trajectoire de Walker au petit-déj avec une... C'est une journaliste, je crois. C'est peut-être une journaliste. Elle a un truc de CNN. Je crois que c'est la représentante de CNN à la Maison-Blanche, la première. Je suis pas sûr que ce soit elle, parce qu'il me semble... Peut-être je me trompe, mais... Parce que c'est elle qu'on croise au début quand Rebecca Ferguson lui conseille de prendre un certain type de petit-déj. Exactement, ouais. Ah d'accord, c'est deux personnages. Il me semble que c'est elle, ouais. Il me semble que c'est elle, et on l'a... Enfin, comment dire, sa présence, entre guillemets, se justifie un peu plus tard, parce que il y a Jake Barrington, qui est donc le jeune... qui est en retard à la Maison-Blanche, qui arrive à pied... qui doit être, je sais plus, conseiller, j'ai plus son titre, mais qui se retrouve à jouer un rôle très important parce que son supérieur est malade et donc il le remplace au pied levé, qui, dans l'urgence, passe devant la caméra qui filme la conférence de presse, quoi. Et donc c'est presque ce point de rencontre-là, quoi, entre un appel téléphonique et un flux vidéo qui va justifier l'inclusion de cet espace-temps dans le montage, quoi. Et donc le film suit une espèce de dynamique un peu inflationniste, quoi, où dès qu'on nous... En fait, derrière chaque écran, il y a un univers tout entier et qui est composé lui-même de plein d'écrans, et donc le film est une espèce de puissant fond comme ça où, là pour le coup, d'une certaine manière, le film suit la forme d'une déflagration, quoi. C'est-à-dire il y a un point de départ qui est on détecte un truc et ça se répand comme une traînée de poudre à travers un maillage un peu infini d'écrans, de téléphones, etc., quoi. Et ce que j'aime bien, c'est aussi cette façon qu'elle a de filmer la majorité du temps, mais c'est un peu le style Bigelow, j'ai l'impression, depuis au moins Des Mineurs, mais peut-être déjà avant, de la caméra essentiellement à l'épaule, si ce n'est quasiment systématiquement, et un jeu permanent de zoom et de dézoom, de micro-ajustement de cadre pendant les plans, pour donner une impression documentaire, et donc de donner cette sensation que derrière chaque écran, entre chaque flux, il y a un endroit de documentaire, il y a un endroit de vérité, mais qui n'existe que seul et qui en fait n'arrive pas à se connecter davantage mieux avec tous les autres éléments. Mais c'est vrai que là où peut-être j'ai ressenti une impression un petit manque à la fin du visionnage, c'est que j'avais quand même un peu l'impression que c'était un film... c'est un film qui ressemble à un film d'alerte, quoi. Je trouve que même dans sa structure, le fait qu'il y ait une explication au début, des titres très significatifs, assez symboliques à chaque partie, et l'idée d'une fin comme ça très impactante qui laisse une fin ouverte. Il y a l'idée que c'est un film utile, quoi, et un film presque qui est un film politique, mais au sens strict, c'est-à-dire qui presque demande à ce qu'il y ait une réflexion autour du nucléaire, autour du désarmement nucléaire, etc. Ou alors, c'est là qu'il y a peut-être une ambiguïté, un rehaussement de la défense des États-Unis qui pourrait être attaqué. Il y a quand même, je trouve aussi dans le sujet du film un questionnement sur quelle pourrait être la réponse, quoi. Parce qu'en fait, il se limite à l'alerte, presque à l'état de fait, en disant on est dans une situation en danger. Et j'avoue que j'étais un petit peu, sur ma faim, non pas seulement sur une question d'intrigue où j'avais envie qu'il y ait l'explosion et qu'ensuite on voit la suite, mais aussi sur ce que le film racontait plus en profondeur aussi de la situation de la défense à l'international et quelles étaient les clés ou les options pour trouver une réponse, quoi, à cette question.
Et là-dessus, je l'ai trouvé presque un petit peu, comment dire, elle fait face à une non-réponse, quoi. Et je trouve qu'il y a une ambiguïté peut-être sur cette question-là. Il y a, tu sais, ce fameux texte de sur Les Dents de la Mer de Danet, qui parle du collectif de Frousse en disant que les films de monstres pouvaient être des films qui ont un potentiel conservateur parce qu'on rassemble la population autour d'une peur globale, quoi, d'une peur en hors-champ. Et je trouve qu'il y a aussi cette question-là à l'intérieur du film qui est quel est l'objectif en fait d'attiser la peur aujourd'hui. Et même si elle a un texte au début qui évoque la question de la démilitarisation et de la destruction des outils nucléaires dans le monde entier, les États-Unis sont quand même principalement les attaquants à l'échelle mondiale plus que les victimes, quoi. Donc je trouve qu'en tout cas l'impact du film peut être remis en perspective et quel est son objectif, quoi, finalement politique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez de cette question. Mathieu te répond: l'opposition entre Barrington et le général Brady est très claire sur cette question. Il y a nettement 2 lignes stratégiques opposées, la riposte et la non-riposte. En effet, mais au-delà de ça, pour répondre à ta question, moi je trouve que en fait, la question nucléaire permet un peu presque de faire un pas de côté sur cette question-là, dans la mesure où elle constitue pas un élément de guerre, de terrain. C'est vraiment juste une sorte de... Comme on l'a dit, c'est un sujet de dissuasion à la base, un truc qui n'est pas censé arriver. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas un enjeu de davantage, je sais pas, soit produire d'ogives nucléaires, c'est plutôt l'inverse. C'est en fait à partir du moment où le dispositif nucléaire existe, oui. Il y a un problème. Je vois pas le film comme étant une sorte de... Oui, en disant en gros... Non, évidemment, c'est pas ça que je dis, mais non, évidemment, elle dit pas qu'avec davantage d'armes, ça va fonctionner. Mais je sais pas, j'ai un peu du mal à comprendre quelle est la conclusion à la fin du film, que sinon on va tous mourir. Il y a une sorte de quand même d'énorme pessimisme, mais qui est très frappant, hein, qui est évidemment à la fin assez froid comme ça, enfin moi qui m'a ému, quoi. Qui ressemble un peu sur un autre type quand même à Don't Look Up, qui finissait quand même aussi avec une fin du monde. Enfin, il y a quand même une sorte je pense dans l'imaginaire des cinéastes américains aujourd'hui, une sorte de proximité avec l'idée d'apocalypse qui revient évidemment, qui était là des points limites. Mais j'ai du mal à saisir quels sont les chemins de traverse. En fait, vu que c'est un film qui est constamment dans une situation d'urgence et qui fait éclater des petits moments d'humanité, etc., ou à certains moments, mais qui sont vraiment très très courts, quoi. Il décide de s'inclure complètement dans cette tension-là, quoi, mais de jamais avoir une réflexion plus théorique ou je sais pas, plus large, quoi, sur la question, quoi. Enfin, voilà. Non, c'est qu'il y a plusieurs commentaires dans le chat. Que tu veux répondre d'abord. Non, mais en fait, à la fois, disons que je pense que le film est intéressant sur cette question-là, mais que Bigelow ne fait pas des films aussi qui cherchent à produire un discours, en fait. C'est un peu quelque chose qui était aussi une source de malentendu, je pense, sur Zero Dark Thirty, par exemple, où tout le monde se posait la question mais est-ce qu'elle est pour ou est-ce qu'elle est contre la torture ou la traque de Ben Laden? Est-ce qu'elle est pour, est-ce qu'elle est contre? Mais en fait, l'objet du film, il est à la fois, il se prétendrait pas de répondre à une sorte de question morale, et à la fois, il est beaucoup plus intéressant que ça. C'est que Bigelow se pose pas la question de quel diagnostic en faire, il se pose la question de comment ça marche, quoi. Et voilà, je parlais de déplier, et il y a un peu un truc dans le film de, en fait, on va détricoter tous les rouages, on va voir comment tout ça marche, quoi. Et donc, s'il fallait synthétiser un peu ce que nous dit Bigelow, entre guillemets, c'est qu'on vit dans un monde qui est intégralement rendu à la vulnérabilité de la technologie, quoi. C'est-à-dire, on est voilà, et pour le coup, le parallèle avec Point Limite fonctionne, puisque disons que l'escalade finissait par être désamorcée par un coup de fil un peu d'humain à humain, quoi, qui traverse la machine, et là c'est pas forcément le cas, et je trouve que le film est beaucoup plus fort sur ce point-là, précisément en ne nous montrant pas l'ennemi ou ce qui se passe à la fin, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on aurait gagné à voir soit une ville qui explose, soit une ville qui explose pas, le président qui dit je vais tous les raser ou je prends pas de mesures. Moi je trouve que le film il marche plutôt en termes de, pas vraiment de dire il pose une question, il nous donne pas la réponse, mais plutôt il nous dit la question qui se pose c'est ça, en fait.
Et c'est là qu'il faut regarder, quoi. C'est du point de vue de cet éclatement du monde contemporain, quoi. Et, mais il y a quand même c'est difficile de pas voir le film quand même comme une sorte de fable, de film, un peu, mais aussi de film dossier en mode avec un objectif quand même à la fin. Zero Dark Thirty, je l'ai pas du tout vu comme ça, tu vois, mais là à la fin il y a quand même un sentiment d'alerte, quoi, en mode bien sûr, presque le film est une lettre au président américain, quoi, en disant transformer la situation, mais on a un peu du mal à savoir dans quelle direction. Enfin, j'ai un peu cette sensation, tu vois, d'alerte et d'urgence, mais sans qu'elle est un petit peu pas irrationnelle. Il faut se dépêcher de faire quoi. Exactement, et un truc, tu vois, d'angoisse, en fait, et qui est conjugué à cette urgence, mais je me demande vers où elle va et si c'est une angoisse utile, tu vois. Enfin, est-ce que c'est pas une alerte, vu qu'elle est fictionnelle, et vu qu'elle elle invente aussi une situation où il y a des accidents, quoi, à chaque étape, est-ce qu'elle est utile ou est-ce qu'au contraire elle crée une peur qui est incongrue? Enfin, tu vois, Après, je te dis pas que c'est hyper intéressant ce qu'elle dit sur la technologie et tout, et sur cette question de aujourd'hui il n'y a pas d'ennemi, l'ennemi c'est les ordinateurs, les processus, etc. et la façon dont on organise les réponses militaires, quoi, à ce genre de situation. Mais bref, mais sur cette question quand même de la réponse et de l'objectif du film, je pose... sur cette question-là, moi j'aurais plutôt tendance à répondre que j'y vois aussi, peut-être qu'il y a un côté en effet presque lettre ouverte au président comme tu le disais, mais aussi un côté de pure retranscription de qu'est-ce que c'est que de vivre aujourd'hui dans notre rapport individuel et qu'on a chacun à ce réseau. Et en fait, quotidiennement, nous, on expérimente le monde de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a accès à notre téléphone, à notre ordinateur, qui sont des interfaces. On peut appeler des gens, et malgré ça, on n'a aucun impact et aucun pouvoir sur quoi que ce soit, et on se sent impuissant face à presque la chose qui est en train d'arriver. Et on voit, on a l'impression de voir inéluctablement cette ogive qui est déjà partie, et en fait, dont on a même, nous, si on va au bout de la métaphore, du mal à savoir à quand elle est partie. Et de savoir en fait quand va finir d'exploser ce truc, et c'est une sensation d'angoisse humaine très propre à notre ère, je trouve, notamment par exemple à la question écologique et climatique, quoi. Un truc on sait qu'à un moment le compte à rebours, etc. ça va péter, un monde de crise permanente, c'est ça, et on sait que en fait le système a fait, par sa mondialisation, par sa numérisation, fait en sorte que il est désormais quasiment impossible pour un individu d'avoir un effet sur cette chose. Et donc, moi, c'est ça qui me touche dans le film, c'est cette question en fait, c'est pour ça que le film m'émeut aussi particulièrement et réussit surprenamment à relancer l'émotion à chacune des parties. Déjà, la première, elle est sidérante, mais ensuite, il arrive à renouveler l'exploit. C'est cette sensation de sidération absolue et d'impuissance. Vraiment de l'impuissance centrale. Et... en effet, je ne suis pas président des États-Unis et je pense que le président des États-Unis a plus de pouvoir que moi sur ces questions-là. Mais quand le système entier du monde est pensé, le film n'est pas trop sur l'économie, mais basé sur un système de flux financiers, de marché, c'est sûr qu'il est quasiment impossible de se dire ok, je vais avoir un impact par telle ou telle décision. Et j'ai presque envie d'en profiter pour revenir sur un débat qui a lieu dans le chat depuis tout à l'heure, sur la question du réalisme ou non du film dont on a parlé plus tôt, où en fait il semblerait que le film serait pas réaliste en termes de géopolitique, où en effet le scénario du film est peu probable de façon réaliste, c'est-à-dire un seul obus qui sort de nulle part et qui arrive, alors que normalement une rétaliation nucléaire serait plutôt l'accomplissement d'une confrontation prolongée. Mais que donc, à l'inverse, le film est très réaliste en termes de du système, en tout cas du fonctionnement de l'intérieur sécuritaire. Et déjà, de 1, le film lui-même reconnaît le fait que cette ogive nucléaire seule semble très incongrue et mystérieuse. On appelle les différents pays, on n'arrive pas à comprendre. On se dit, mais est-ce que tel pays serait quand même capable de faire ça ? Et si c'est une seule ogive, c'est peut-être un satellite ?
Le satellite d'un riche qui est parti, même à la fin du film, on n'a pas la réponse. Est-ce que c'est vraiment un satellite ? Enfin, est-ce que c'est vraiment une ogive ? Ça pue ne pas en être une. C'est un peu, il est basé sur un what if, sur une probabilité très très rare, mais qui, si ça arrive, on n'a pas la réponse. Et presque une sorte d'absurde existentialiste qui reviendrait à se dire, ok, mais... Mais est-ce que c'est pas un peu, moi, je trouve que ça pourrait me poser mais j'ouvre la question, franchement, j'ai pas une réponse claire, mais une question éthique, le fait que ce soit un problème abstrait. Ex nihilo. Oui, et qui n'a pas de réalité concrète, dans une situation où les États-Unis quand même sont peu dans une situation d'impuissance aujourd'hui. Oui. Même ils sont dans une situation, ça qui pourrait rendre le film anachronique, d'overpuissance, quoi. Ça devient, surtout à l'ère Trump, un pays qui est capable de faire la guerre à n'importe qui, quoi. Oui, et de n'importe quelle des façons, militaire, exactement. économique, et qui a une surpuissance climatique. géopolitique, une impunité totale, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de raconter une situation improbable de crise politique majeure ? Évidemment, ça pose des questions, je pense qu'elle s'en tire aussi avec des questions évidemment passionnantes, esthétiques, et sur notre quotidien, notre rapport aux écrans, etc. Mais qu'est-ce qu'en creux aussi, ça pourrait mal raconter aussi de cette angoisse, quoi, et de cette cette envie sécuritaire, quoi. Voilà, mais je pense que... Et là c'est ces moments où faire de la fiction de ces questions, de ces sujets-là peut friser parfois avec le... comment dire... j'ai toujours été, moi, assez dérangé par toutes les uchronies et tout, et la façon dont on pourrait transformer l'histoire en racontant que si telle situation a existé... T'as voté Tarantino tout à l'heure, je te rappelle. Hein. Non, mais c'est vrai, et je pense que tu dis assez facilement, toi aussi, que Tarantino, son problème, c'est que du coup, il peut facilement créer des envies de vengeance ou faire... de nous donner presque des pulsions fascistes, quoi, de réponse, parce qu'il crée des agresseurs imaginaires, quoi. Je réponds par une phrase et je te laisse développer après. Pardon, ouais. Moi, je trouve que presque c'est une force du film et de l'art en général si l'œuvre elle est ambiguë moralement et permet un peu de saisir le point de vue à la fois progressiste et conservateur, on va dire, de la réaction humaine, où, par exemple, je pense à Michael Mann, on comprend en même temps l'attrait du vice et en même temps les raisons de lutter contre. Bah, en fait, moi j'ai l'impression que il faut aussi prendre le film par le bonbon, c'est-à-dire que... Par le bonbon, ouais, qui nous offre. C'est le film est un bonbon. C'est un sucre. Non, mais c'est que, précisément, comment dire, là on peut s'amuser à dire qu'est-ce que le film ne fait pas. Et à mon avis, l'option choisie de cet ennemi abstrait, il est précisément le seul qui n'accrédite pas une thèse de l'Amérique assiégée, quoi. Parce que si tu désignes un ennemi, là tu te mets dans une situation, tu vois, de proximité avec le réel. Si tu dis en fait c'était les Nord-Coréens, tu vois, là à mon avis le film devient plus douteux qu'avec cette espèce précisément un peu de MacGuffin qui est désigné comme tel, quoi. Oui. Ça me semble plutôt la bonne option. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Et après, en fait, il faut pas non plus faire de faux procès au film, dans la mesure où... Non, mais je tous tire un peu... Non, mais t'as tout à fait raison de le faire. C'est pour le débat. Et c'est que en fait, tous les films sont une rêverie à partir du monde réel, d'une manière ou d'une autre, quoi, en fait. Donc je vois pas pourquoi... Enfin, je sais pas... Bigelow n'a pas inventé le principe du MacGuffin, quoi. Tout le monde est en mode, mais pourquoi elle prend la bombe atomique ? Mais c'est le 12 milliardième film qui prend la bombe atomique comme point de départ, quoi. Je vois pas pourquoi ce serait éliminatoire là. La question c'est point de départ de quel dispositif de mise en scène, quoi. Et là, le film me semble passionnant. Et pour revenir un peu sur cette question de la structure et de l'impuissance, il y a un truc qui est quand même fou, c'est qu'il y a un moment une réplique je crois que c'est Brady, c'est ça, le général que Mathieu mentionnait tout à l'heure, celui qui est plutôt partisan, on va dire, d'une riposte et qui enjoint le président à prendre une décision tout de suite. Mais il y a carrément un moment où il en vient à dire il faut réagir maintenant parce qu'on a déjà perdu une ville américaine aujourd'hui. Ce qui est fou parce que, évidemment, ça s'est pas encore produit du point de vue de la fiction, mais ce qui est cohérent avec le fait que nous, c'est la deuxième fois qu'on voit le film à ce moment-là, quoi. Et en fait, ce que nous raconte quand même le film, qui pour le coup, c'est là où l'accusation en ringardisme paraît
échouer très vite face au film effectif, c'est que le film nous raconte, et à mon avis comme peut-être aucun autre film l'a fait jusqu'ici, quoi, ce que c'est qu'un temps contemporain qui est une espèce de immédiateté absolue où ce qui s'est produit, ce qui va se passer, exactement. Comme les cotes tout se mélange boursières. de plus en plus, quoi. Clipper. Mais oui, c'est très vrai ce que tu dis. Et presque on pourrait prendre cette idée de montage, de remontage en 3 étapes, si on le réduit à un effet de cut. Ça fait penser à, tu sais, ces façons dont un montage peut représenter un impact en mettant 2 fois le même moment. Ouais. C'est comme si là, on avait un impact qui était 3 fois plus fort parce qu'on se le prenait 3 fois dans la gueule, quoi. Ça. Mais il y a un peu enfin, à mon avis, il faut vraiment penser le film un peu comme on jette une pierre dans l'eau et on regarde les ondes de choc, quoi. Oui. Ou, je sais pas, pour faire une métaphore plus technologique, mais tu vois, tu mets deux téléphones l'un en face de l'autre et t'as un espèce d'effet de Larsen qui s'intensifie comme ça. Bruit, quoi. C'est ça, tu sais plus. Mais en fait, elle filme l'humanité, parce que c'est ça l'humanité. C'est quelqu'un, c'est comment dire, c'est c'est des programmes informatiques, mais qui sont lents, quoi. Si on les compare aux ordi, ils ont pas cette capacité d'aller à la bonne vitesse. Donc du coup, elle filme tout le temps des délais, en gros, des délais de transport ou des délais de réponse ou des délais de réflexion parce qu'ils n'ont pas le temps de process. Et t'as l'impression de voir que des personnages en train de process, qui est le bon terme, je trouve, parce que en fait, ils sont complètement en arrière, mais ça on l'a dit. Pardon, je t'ai coupé. Mais oui, mais t'as tout à fait raison. Et le film, à ce niveau-là, je trouve, est assez vertigineux, encore une fois, c'est une série de différentiels de vitesse, mais de scène en scène, c'est-à-dire du truc le plus anecdotique, Rebecca Ferguson qui lui dit mais prends pas ça au petit-déj parce que ça prend trop de temps à préparer, donc tu vas mettre tout le monde en retard, etc. À celui c'est même pas ça, c'est en fait ça va avoir un effet sur ton estomac et du coup vu que c'est un truc sucré, elle lui dit prends le truc où il y a que du sel parce que si tu prends un truc sucré, je crois pas. ton estomac, tu vas avoir faim plus vite et tu vas plus mal réfléchir. C'est pas ça qu'elle dit. À côté de ça. Non, je crois qu'elle a dit genre, j'ai pu prendre le egg sandwich ou je sais plus ce que c'est l'autre. Sinon, il me semble qu'il y a un truc genre ça ralentit la file. Pour moi, c'est vraiment un truc de pendant la journée, ça va hit et ça va te rendre moins efficiente. Bon. Il nous faut la barre. Est-ce que quelqu'un a un souvenir de cette... Ça converge autour de la même idée dans tous les cas. Donc il y a ça, il y a évidemment celui qui est en train de courir dans la rue avec son téléphone, etc. Et quand on arrive au niveau du président, ça devient un peu fou, quoi. C'est-à-dire, il faut sauter dans une voiture pour pouvoir monter dans un hélicoptère, pour pouvoir... Et d'ailleurs, il y a je crois que c'est le personnage de Jared Harris, je suis pas sûr, mais il y a un des personnages quand le président arrive enfin au téléphone qui lui dit... en français, ce serait on va vous faire le topo pour vous mettre à la page, quoi. Et en anglais, c'est let's get you up to speed, quoi. Et il y a cette idée que il faut rentrer dans la vitesse. Et en même temps, ce que le film nous n'arrête pas de nous dire, c'est que cette déflagration, elle va produire du frottement, en fait, entre on va dire que le monde idéal, ce sera un monde d'ordinateurs qui dialoguent entre eux, mais en même temps, c'est dans les interstices entre le monde personnel et le monde professionnel, ça, il faut en parler aussi, parce que c'est un grand film de professionnel, quoi, au sens un peu hawksien du terme, au sens de Howard Hawks, mais que finalement, c'est aussi là que va se nicher ce qui peut convaincre, quoi. Il y a un truc génial où à un moment quand donc ce fameux Jake Barrington qui est le jeune conseiller téléphone au ministre des Affaires étrangères russe, et il y a un moment où il laisse un peu échapper que sa femme est enceinte, quoi, à un moment pendant le coup de fil, et en même temps et le russe lui répond un peu genre bon Jake on se concentre, comme si lui comprenait exactement, enfin en fait, la vulnérabilité crée un espèce de rapport d'humain à humain qui est peut-être ce dont ils ont aussi besoin pour avancer, quoi. Et tout le film est comme ça, dans une espèce de... Je trouve que c'est une idée assez dingue, c'est-à-dire que Bigelow prend les personnages qui sont les professionnels les plus impartiaux presque pour remplir ces missions-là, et leur masque va quand même exploser tellement l'enjeu est énorme, et tout ce qui se passe autour du personnage de Rebecca Ferguson, je trouve que c'est absolument bouleversant, la façon dont elle appelle son mari et elle lui donne en fait des directives comme elle parlerait à un de ses collègues. Ok, prends l'enfant, mets-le dans la voiture, éloigne-toi de la ville, et elle lui glisse à peine un je t'aime presque par l'est, en plus un truc très... C'est ça, elle lui dit exactement, elle lui donne vraiment un objectif. Et je postillonne, et elle glisse presque, malgré elle, un je t'aime à la fin, embrasse notre fils et tout. Et évidemment,
le point culminant de ça étant le moment du personnage de Jared Harris, donc le secrétaire de la défense, celui qui est dans son bureau. Joué par le Britannique, là. C'est ça, exactement. Qui va ensuite essayer d'appeler sa fille, et ça mène à un truc un peu tragique, etc. Mais enfin, je trouve que c'est une scène absolument dingue, c'est-à-dire que Alors, c'est un super... le film nous raconte aussi que c'est un peu avec les mêmes outils qu'on négocie la fin du monde et qu'on appelle notre famille, quoi. Et qu'en fait, l'un et l'autre sont un peu les deux faces d'une même pièce, quoi. La question du portable prend une place, d'ailleurs, à ce moment-là, où tout le monde cherche son portable pour sa famille. Micro détail, donc, les arbitres ont vérifié, la VAR donne raison à Clément sur la question du petit déjeuner. Du sandwich, voilà. En plus, par rapport au truc de communication du téléphone, ce qui est intéressant, c'est que donc, dans la Maison Blanche, ils sont bloqués à l'entrée et rangés dans des sortes de petites mallettes où on n'aurait pas le droit d'y accéder, mais finalement on se dit ces gens-là vont mieux travailler sans la partie du privé, mais finalement c'est impossible de s'en priver dans une situation pareille, quoi. Bah, surtout à partir du moment où ça devient la situation est irrémédiable, quoi. Mais oui, mais je vous donne raison sur la question politique. Je pense qu'elle n'a pas de mauvaises intentions. Non, mais elle est clairement passionnante, ta question, pour autant. Et surtout, je pense que le fait que ce soit la Maison Blanche et les États-Unis, en fait, je pense qu'elle veut parler de la situation à l'échelle globale, en fait. Enfin, c'est ça que sous-entend, je pense. Sûr, le petit texte au début, c'est que en fait, on s'est mis dans une merde, mais internationale, et pas seulement la situation géopolitique américaine, même si elle parle quand même un peu des institutions. Mais c'est souvent le cas. En tout cas, les États-Unis ont souvent servi de ça, d'autant plus par une cinéaste américaine. C'est un peu le pays par défaut, quoi. Oui, alors que s'il avait fait ça sur Israël qui répond à une menace nucléaire, bon, c'est plus le même film, quoi. Mais elle parle de ce qu'elle connaît aussi, de ce qu'elle a le moyen de documenter. C'est évident, ouais. Et il me semble que tout à l'heure, quelqu'un parlait dans le chat aussi du fait que le film l'avait pas eu sur le terrain de l'émotion, et je pense que c'est aussi un truc qu'on entend un peu dire sur le film, c'est-à-dire que ce serait un peu une sorte de machine froide sur des procédures, etc. Mais à mon avis, moi je trouve que le film est bouleversant absolument à plein de moments. C'est très humain, précisément parce que puisque tout le monde est tenu à un impératif inhumain, toutes les petites fêlures vont prendre une ampleur dingue, quoi. Et je trouve que le film est rempli de petits moments de compréhension tue, quoi. Et Mathieu parlait un peu de ça. À un moment, elle envoie son collègue chercher les téléphones, il met un peu de temps à revenir, et donc elle se pose la question, est-ce qu'il a préféré rentrer chez lui, ou est-ce qu'il va répondre présent, quoi, avec toujours cette idée que chez Bigelow, c'est que les hommes et les femmes de la situation un peu qui m'intéressent de filmer. Et finalement, il revient, et donc ça prend... c'est mieux qu'une demande en mariage, presque. Le fait qu'il soit revenu à son poste à ce moment-là, ça implique une espèce de loyauté qui dépasse tout. Et c'est là où je trouve que le film n'est pas du tout froid et inhumain. Et... Non, elle réussit à capter vraiment des moments d'humanité avec une vitesse très impressionnante. C'est fou. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux aussi, je sais pas, on pourrait rire un peu de ce qui se passe à la fin, où le président appelle sa femme qui est en plein safari avec les éléphants et tout, et pour lui demander conseil. Mais je trouve que c'est là que le film, je sais pas comment dire, prend tout son ancrage et n'est pas non plus un film de pure abstraction, quoi. Il prend appui sur des gaps un peu dans le système qui sont précisément là où nous on intervient en tant qu'humain, quoi. Et je trouve qu'il y a plein de moments comme ça dans le film qui sont excellents. La façon dont Jake Barrington, encore lui, qui est pareil, enfin ça c'est aussi un truc où le film est hyper malin, c'est que je disais tout à l'heure qu'on ne découvre pas vraiment de nouvelles informations à chaque revisionnage, entre guillemets, ce qui est vrai, mais je trouve qu'on gagne une appréciation différente de chaque personnage, où Jake, au début, on se dit, bon, il est clairement pas du tout prêt à la tâche, ça a l'air d'être un boulet, c'est dommage que ça tombe sur lui. Et en fait, on passe un peu de temps avec lui, on se rend compte que pas du tout. Il en sait parfois beaucoup plus que tout le monde, et il a tout à fait conscience de ce qui se passe. Et un peu même chose avec le président, qui a l'air un peu démissionnaire pendant les 2/3 du film, et quand on arrive à ses côtés, disons qu'on est mis nous-mêmes face à si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais, quoi. En tout cas, elle se met vraiment, comme tu disais, elle prend les personnes de la situation, en tout cas elle est au front, quoi. Elle s'intéresse aux premières personnes concernées par une situation de crise, pour nous faire comprendre que même ces personnes-là sont incompétentes, mais presque comme si que aucun humain ne pouvait être compétent, en fait, face à cette machine infernale, quoi. Et c'est là où c'est plus intéressant, par exemple, qu'à face un président qui soit plus Obama que Trump, parce que
Évidemment, si tu mets Trump Oui. dans le film, on se dit, bon, c'est le pire gars, il va Oui. pas du tout gérer. Mais en faisant plutôt un avatar d'un président, je sais pas le meilleur. Qu'on perçoit comme. Voilà. En tout cas, on va dire un président, quoi, pas. Surtout un président qui a peu confiance, qui a une perte de confiance, quoi. Qui est capable d'avoir une perte de confiance, parce que c'est pas tant ça se trouve, il est républicain, tu vois. Oui, on sait pas trop. Mais il a une perte de confiance forte, quoi. C'est pas un belliciste, surtout, c'est ça qu'on pense. Et c'est prêt à son crédit. Ce non-bouleversement témoigne presque d'un sentiment contemporain grandissant. Peut-être que les USA méritent enfin de se C'est pas sûr que ce soit non plus ça. C'est exactement ce qu'elle dit. Mais non, mais j'ai un dernier truc qui peut faire un peu. Enfin, sauf si vous avez des choses à ajouter, mais transition vers ce qu'on voulait faire après, c'est-à-dire regarder une scène de Zero Dark Thirty. Bravo. C'est qu'il y a un moment dans le film, puisque finalement on est dans la Situation Room, la fameuse, pendant la première partie du film, beaucoup, notamment avec Jason Clarke, qui est un personnage qu'on va revoir, un acteur qu'on va revoir dans la scène suivante. On aperçoit une photographie qui est la fameuse photographie de Barack Obama, Joe Biden, Hillary Clinton et quelques militaires qui a été prise au moment où avait lieu l'opération pendant laquelle les troupes américaines ont abattu Ben Laden, quoi. Donc c'est évidemment une photographie célèbre, et Zero Dark Thirty presque tout entier était un peu quelles sont les coulisses de cette image phare de voilà, écrire un peu le contre-récit, on va dire, de cette photo emblématique. On voit des gens très concentrés comme ça qui ont voilà. Et à mon avis, c'est pas anodin qu'elle le mette dans le film. C'est que, déjà, probablement que la photo est vraiment dans le vrai lieu, parce que c'est un des moments phares de la Situation Room, quoi, une espèce de truc de fierté. Ouais. Mais aussi, à mon avis, ce qu'elle nous dit, c'est que on a tort, mais l'essentiel, finalement, c'est pas tant qu'ils étaient en train de tuer Ben Laden à ce moment-là et quelle est la portée idéologique du geste. C'est que ça avait lieu dans la Situation Room, qui est un endroit où ils étaient face à un écran, en fait. Et donc, ce que je trouve très beau, c'est que moi, je me posais un peu la question en découvrant le film, c'est est-ce qu'en basculant totalement dans la fiction, totalement, voilà, plus en tout cas que sur ses films précédents, est-ce qu'elle va changer un peu de sujet, à quoi va ressembler ce film? Et en fait, ce que je trouve très beau, c'est que elle poursuit presque exactement là où nous avait laissé Zero Dark Thirty. C'était, on sentait que le monde avait un peu basculé vers du matériel vers le virtuel, quoi. C'est un peu ce que nous racontait Zero Dark Thirty en filigrane, quoi. Et elle reprend exactement là où elle s'en était arrêtée, quoi. C'est-à-dire, on était au moment où, rappelez-vous, cette photo de la Situation Room, tout se passait à travers un écran, quoi. Et donc maintenant, on va éprouver ce truc-là aujourd'hui. Et c'est là où, comment dire, voilà, sans faire trop d'éloges, mais pour moi, c'est le film le plus passionnant de l'année, de très loin. Mais aussi parce que c'est un des rares à attaquer, t'as dit tout à l'heure, de front, et je pense que c'est la bonne expression, mais à vraiment se dire, on se place et c'est pour ça aussi qu'elle prend, je pense, la question nucléaire, mais dans la pointe la plus acérée de ce que c'est le monde contemporain aujourd'hui, quoi. Elle se met vraiment à l'instant T le plus dense, exactement, quoi, vraiment le point d'incandescence. J'ai répété plusieurs fois, je pense, pendant cette année et à d'autres occurrences, le fait que j'attendais un film qui essaye vraiment de se poser la question du numérique, du monde contemporain, qu'on avait eu différentes propositions, notamment je pense à Eddington ou à des films comme ça, qui pouvaient un peu essayer de toucher le truc, et que là on a enfin un objet qui s'attaque précisément à cette question. Avant, on avait, je pense, le dernier film comme ça, c'était Hacker de Michael Mann, mais qui avait déjà 10 ans, donc avoir un truc plus... En même temps, précisément, elle est pas exactement dans l'œil du cyclone, quoi. Il est impossible à filmer. Elle ne filme pas Je pense que le film, s'il fallait vraiment être au point chaud, il faudrait être sur le missile ou au point d'impact. Mais elle filme toujours, comme tu disais, les ondes, quoi. Enfin, c'est toujours... on peut être toujours au plus près, quoi. Il y a des cinéastes qui veulent être au plus près, ou alors avec de la distance, quoi, par rapport à cette question de, je sais pas, du mouvement contemporain, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais des grands événements, quoi. Mais oui, elle est au plus proche possible, quoi, au plus proche où c'est humainement survivable, quoi. D'ailleurs, je trouve ça... on sait que Bigelow n'a jamais eu besoin de prendre des gants, quitte à subir des procès un peu en idéologie, etc. Donc, le fait qu'elle nous montre pas la ville qui explose ou la bombe, ça nous dit bien que c'est pas ça qui est le centre de son film, quoi. Si elle avait voulu filmer ça, elle l'aurait fait sans... Voilà, elle serait allée jusqu'à là, quoi. Mais ça nous montre bien que finalement, c'est pas l'épicentre qu'elle a envie de filmer, quoi. C'est parce qu'elle étudie la vie politique et géopolitique américaine qui est très condamnable, quoi, sur plein d'aspects, mais vu qu'elle rend aussi ce personnage très humain,
Il y a une ambiguïté, mais qui a son crédit, c'est sûr, en tant que cinéaste.